Dans un premier temps, nous allons vous présenter la géographie. Voici le bassin parisien. Le bassin parisien est bordé par des massifs anciens, à l'ouest le massif armoricain, au sud le Morvan, à l'est les Vosges et au nord-est les Ardennes et l'Eiffelhüttenstruck en Allemagne. Une des caractéristiques du bassin parisien est de présenter un relief de côtes. Ces côtes, ou cuesta, sont un relief dissymétrique avec une forte pente d'un côté, le front de côte, et de l'autre, un plateau qui forme une pente plus douce, le revers de la cuesta. La partie est du bassin parisien est bien marquée par ce relief particulier. Cette carte nous permet de voir les différentes côtes depuis l'est du bassin parisien. En rouge, nous avons représenté les massifs anciens, avec à l'est les Vosges, au nord-est l'Hunsrück et au nord les Ardennes. La côte la plus à l'est est la côte du Buntsandstein. Puis vient la côte de Lorraine, la côte de Luxembourg, la côte de Moselle, la côte de Meuse, la côte des Bar, la côte d'Argonne et enfin la côte de Champagne. La côte qui nous intéresse est la côte de Meuse, dont nous pouvons apercevoir qu'elle est traversée par le fleuve Meuse. Regardons maintenant la géologie. Cette carte géologique du bassin parisien nous permet de voir les différentes formations géologiques constituant le bassin parisien, qui est entouré de massifs anciens. Les terrains les plus récents se trouvent au centre du bassin parisien. Nous vous proposons d'observer les formations géologiques selon une coupe ouest-est. Vous pouvez observer que les formations géologiques se déposent successivement les unes sur les autres sur le socle ancien rouge à la façon de piles d'assiettes dont le centre qui supporte le plus grand nombre de sédiments semble s'enfoncer, entraînant à l'est un relèvement des bordures. Regardons maintenant la stratigraphie de l'est du bassin parisien. Les massifs anciens sont constitués de roches datant d'avant l'ère secondaire, c'est-à-dire antérieure au Trias. La côte la plus à l'est correspond au Trias inférieur, puis viennent les formations du Trias supérieur, les formations du Jurassique inférieur, les formations du Jurassique moyen, les formations du Jurassique supérieur, les formations du Jurassique final, et enfin les formations du Crétacé inférieur et du Crétacé supérieur. Nous vous proposons d'observer une coupe nord-ouest-sud-est. Cette coupe nous présente les formations géologiques de l'est du bassin parisien. Nous nous recentrons sur la partie centrale qui correspond aux côtes entourant la côte qui nous intéresse, c'est-à-dire la côte de Meuse. Les côtes correspondent bien aux formations calcaires du Jurassique dont la dureté contraste avec les marnes les entourant. Mais recentrons-nous sur les côtes de Meuse pour vous présenter sa géologie. Reprenons la carte simplifiée de l'est du bassin parisien avec les différents âges des formations géologiques et rajoutons-y les frontières du département de la Meuse. Voici donc une carte un peu plus détaillée de la géologie de la Meuse. La coupe est-ouest nous présente les terrains qui nous intéressent. À l'est, la plaine de la Wœuvre est constituée par des marnes et argiles du Calovien. Ce sont les calcaires oxfordiens qui constituent la côte de Meuse et le plateau qui porte le fleuve Meuse. Regardons de plus près les formations géologiques qui constituent la côte de Meuse. Ce sont des sédiments marins déposés à l'époque où la mer du Calovo-Oxfordien se trouvait à cet endroit. Cette diapositive vous propose une reconstitution de cette mer. Dans sa partie est, la mer était profonde et voyait des dépôts fins d'argile et une faune de mer profonde. Des zones de mer moins profondes ont pu voir la présence de calcaire construit
par des récifs de coraux. Ces récifs ont formé des zones de mer plus calmes et protégées de la haute mer qui ont vu l'accumulation de débris et de sédiments venant de l'érosion continentale. À la base de notre séquence lithostratigraphique, nous retrouvons les argiles de la Wœuvre qui se sont déposées dans une mer profonde. Nous pouvons voir sur cette diapositive la présence de bélemnite, d'ammonite et de bivalve. Les calcaires ou terrains à chaille sont des roches mal construites, de mer un peu moins profonde, dans lesquelles peuvent se former des silicifications que nous appelons chailles. L'oolite ferrugineuse est une formation originale qui s'est déposée dans une mer à la chimie particulière qui a vu la formation de sphérules de fer que nous nommons oolite ferrugineuse. Viennent ensuite des calcaires particuliers qui sont liés à la formation des récifs coralliens et qui sont de faciès de roches différentes, avec à la base un complexe récifal inférieur de calcaire assez massif. Le cas particulier des anthraquites de ville ou de l'hérouville, qui sont des accumulations de débris, de fragments de coquilles ou de tiges d'encrine, qui sont de la famille des oursins. Le complexe récifal supérieur, qui est constitué de calcaire en petits bancs. Et, comme vous pouvez le voir sur cette photo, une succession de calcaires plus ou moins massifs. Regardons maintenant l'hydrogéologie des côtes de Meuse. Nous allons commencer par décrire les formations géologiques qui forment les côtes de Meuse. À la base, les argiles de la Wœuvre, datées du Calovien. Les terrains à chaille, datés de l'Oxfordien inférieur. L'oolite ferrugineuse, formation particulière de l'Oxfordien inférieur. Le calcaire récifal de l'Oxfordien moyen. Enfin, il existe des dépôts de pente qui se sont formés lors de la dernière glaciation du Tardiglaciaire et également qui continuent à se former pendant notre période l'Holocène. Ce sont des sédiments, l'on peut dire, quaternaires. Nous allons regarder les caractéristiques vis-à-vis de l'eau de chaque formation géologique. Les argiles de la Wœuvre sont à un niveau imperméable. L'oolite ferrugineuse est quant à elle peu perméable. Les terrains à chaille sont un niveau perméable qui peut constituer une roche réservoir. Les calcaires sont également à un niveau perméable et constituent une bonne roche réservoir. Les éboulis et les gruines sont un niveau perméable qui peuvent également constituer un réservoir. Regardons maintenant comment les choses se passent quand des pluies tombent sur le plateau. Il y a une circulation d'eau qui se fait par l'infiltration dans les calcaires. Cette eau va rencontrer une roche peu perméable, l'oolite ferrugineuse, et par accumulation, elle va former une nappe phréatique perchée. L'eau peut rejoindre les niveaux d'éboulis et de gruines, mais elle finit également par traverser l'oolite qui n'a fait que ralentir sa migration vers le bas. L'eau finit par atteindre le niveau des argiles de la Wœuvre et par là même constituer une nappe phréatique dans les terrains à chaille. Bien évidemment, ce schéma est simplifié, l'hétérogénéité des niveaux géologiques complexifie grandement le système.